Le 18 août 2020, il est minuit passé à Bamako. Un homme apparaît à la télévision nationale. Il a un masque chirurgical sur le visage. Ses mains tremblent légèrement, sa voix est fatiguée. Et il dit: car je ne souhaite qu'aucun sang ne soit versé pour mon maintien aux affaires. Ma décision de quitter mes fonctions. Cet homme, c'est le président du Mali, Ibrahim Boubacar Keïta, dit IBK. Quelques heures plus tôt, des soldats sont entrés chez lui en pleine nuit et l'ont arrêté. Mais ce qui rend cette scène encore plus troublante, c'est ce qui s'était passé 7 ans avant. En 2013, ce même homme avait été élu président avec 77% des voix. 77%. Dans les rues de Bamako, les gens chantaient, pleuraient de joie, dansaient. Ils l'appelaient le sauveur du Mali. IBK la solution. IBK ne va faire, ou Mali va faire. Alors comment est-on passé de là à ça? Comment un homme que tout un peuple attendait depuis 20 ans a pu finir arrêté chez lui en pleine nuit? Et qu'est-ce que cette histoire nous dit sur le Mali et sur l'Afrique tout entière? Aujourd'hui sur Anka Histoire, on va tout vous raconter, la vraie histoire d'Ibrahim Boubacar Keïta. Tout commence le 29 janvier 1945 à Koutiala, dans le sud du Mali. À cette époque, le pays n'est pas encore indépendant, on l'appelle le Soudan français. Dans la famille d'Ibrahim, il y a un secret lourd à porter. Son grand-père est mort à Verdun, en France, pendant la Première Guerre mondiale. Il s'est battu pour un pays qui n'était pas le sien. C'est un souvenir qu'Ibrahim gardera en lui toute sa vie. Le respect des ancêtres et l'amour de la dignité. Petit, Ibrahim est déjà différent des autres. Il ne lâche jamais ses livres. Il retient tout et parle avec une grande précision. Grâce à son intelligence et à ses excellentes notes, il a une chance incroyable à 13 ans. Il part étudier à Paris dans l'un des meilleurs lycées de France, le lycée Jasson de Sailly. C'est là qu'il commence à forger sa grande culture. Mais il n'oublie pas ses racines. Il revient passer son bac à Bamako, au lycée Askia Mohamed, avant de repartir pour l'université au Sénégal, puis à nouveau à Paris, à la Sorbonne, la célèbre université française. Il devient un expert en histoire et en politique. À Paris, il se lie d'amitié avec d'autres étudiants africains qui, comme lui, rêvent de changer le continent. Parmi eux, un certain Alpha Condé, qui deviendra plus tard le président de la Guinée. Ceux qui l'ont connu à l'époque disent qu'il était brillant, il adorait la poésie et pouvait réciter de longs textes par cœur. Mais malgré son amour pour les livres et la France, Ibrahim n'a qu'une idée en tête, rentrer au pays pour servir le Mali. Au milieu des années 1980, Ibrahim Boubacar Keïta rentre définitivement au Mali. Il travaille d'abord pour l'ONG française Terre des Hommes. Il voyage beaucoup au Mali, au Burkina Faso et au Niger pour aider la population. Ce travail lui ouvre les yeux sur la pauvreté et les besoins réels des villages. Mais à cette époque, le Mali étouffe. Le pays est dirigé d'une main de fer par le général Moussa Traoré depuis 1968. La liberté n'existe pas. IBK, lui, choisit le camp du changement. Il rejoint la lutte contre la dictature. En mars 1991, c'est l'explosion. Le peuple descend dans la rue. Malgré la répression terrible et les victimes, le régime tombe. C'est la naissance de la démocratie malienne. IBK est au cœur de l'action. Il rejoint l'ADEMA, le grand parti de l'époque, et devient le directeur de campagne d'Alpha Omar Konaré en 1992. Konaré est élu président. C'est le début d'une ascension fulgurante pour IBK. Il est d'abord nommé ambassadeur en Côte d'Ivoire, puis ministre des Affaires étrangères. Et enfin, en 1994, il devient Premier ministre. À 49 ans, l'enfant de Koutiala est le chef du gouvernement. Il se fait remarquer par son autorité et son élégance. Il brille tellement qu'il devient même vice-président de l'Internationale socialiste en 1999. Mais la politique est cruelle. À l'approche de l'élection présidentielle de 2002, IBK veut succéder à Konaré. Mais au sein de son propre parti, l'ADEMA, on lui ferme la porte. Les tensions sont trop fortes. En février 2000, il démissionne de son poste de Premier ministre. Quelques mois plus tard, il quitte son parti. C'est une période difficile. Il s'éloigne un temps du Mali, voyageant entre la Côte d'Ivoire, l'Afrique du Sud et le Gabon. Beaucoup pensent qu'il est fini, mais IBK n'a pas dit son dernier mot. Il observe, il attend, il prépare son retour. En 2001, Ibrahim Boubacar Keïta fonde son propre parti, le Rassemblement pour le Mali, le RPM. Il a décidé de faire sa route seul et il se fixe un objectif clair, devenir président du Mali. En 2002, il se présente à l'élection présidentielle. Il arrive troisième. Quelques milliers de voix seulement le séparent de la deuxième place. Il conteste les résultats, mais pour ne pas perdre toute influence, il soutient finalement le vainqueur, Amadou Toumani Touré, dit ATT. En échange, il devient président de l'Assemblée nationale. Première leçon d'IBK, parfois on perd une bataille
pour mieux gagner la guerre. En 2007, il retente sa chance. Il obtient 19% des voix. ATT est réélu avec 71%. Nouvelle défaite, mais toujours Ibeka reste debout. Et pendant ce temps, le Mali commence à s'effondrer. Dans le nord du pays, des groupes armés liés aux djihadistes s'installent dans le désert. Ils imposent leurs lois par la peur et la violence. L'armée malienne recule, l'État perd le contrôle de régions entières. En mars 2012, c'est le choc total. Des soldats maliens frustrés organisent un coup d'État. Ils renversent le président ATT et prennent le pouvoir à Bamako. Le capitaine Sanogo s'empare du palais présidentiel de Koulouba. Dans la foulée, le nord du Mali tombe aux mains des groupes armés. Tombouctou, Gao, Kidal, ces grandes villes du nord passent sous leur contrôle. C'est la pire crise depuis l'indépendance du Mali. En janvier 2013, la France envoie ses soldats pour stopper l'avancée des hommes armés vers Bamako. Mais le Mali est épuisé, brisé. La communauté internationale exige des élections. Le pays a besoin d'un nouveau président légitime. Et là, Ibeka saisit sa chance. Il refuse le coup d'État de 2012, mais parle à tout le monde, les politiques, les militaires, les religieux, et il reçoit un soutien incroyable. Les grands chefs religieux du Mali, comme le shérif de Nioro et l'imam Mahmoud Diko, retenez bien ce nom car il sera au centre de la suite de l'histoire, demandent publiquement aux Maliens de voter pour lui. Pour la première fois, la religion s'invite officiellement dans les urnes. Ce vote des mosquées va transformer Ibeka en un candidat imbattable. Le 11 août 2013, Ibrahim Boubacar Keïta est élu président du Mali avec 77,6% des voix. 20 ans après son entrée en politique, 2 défaites derrière lui et enfin la victoire. Dans les rues de Bamako, les gens chantent, dansent, pleurent de joie. Ibeka est leur sauveur. Parce que Ibeka était toujours un homme de principe, un homme d'ouverture, un homme de droiture. Voilà la raison que je soutiens. Parce que c'est un homme d'État, c'est un homme autoritaire, c'est un homme qui se respecte. Donc le Mali a besoin aujourd'hui de l'autorité sur tous les plans. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai choisi Ibrahim Boubacar Keïta. Le 4 septembre 2013, à 68 ans, Ibrahim Boubacar Keïta réalise enfin le rêve de sa vie. Il prête serment, le voilà président. Très vite, il veut montrer qu'il est l'homme de la situation. Il lance des chantiers partout. Plus de 700 milliards de francs CFA sont injectés dans le bitume et les ponts. Pour Ibeka, une route, ce n'est pas que du goudron, c'est la vie qui circule. Dans le village de Maou, l'émotion est réelle. Le chef du village résume tout. Ibeka nous avait promis cette route et il l'a faite. Avant, on ne savait même pas si on était malien ou burkinabé. Côté terre, il frappe fort aussi. Il consacre 15% du budget national à l'agriculture. Résultat, plus de 52 000 hectares de terre sont aménagés pour que les paysans cultivent même en saison sèche. L'économie commence à respirer avec une croissance de 5% par an. Mais le plus grand défi d'Ibeka reste la paix. En 2015, il signe un texte historique, l'accord d'Alger. C'est un contrat de paix entre le gouvernement et les rebelles du Nord. L'idée est simple sur le papier. Les rebelles déposent les armes et en échange, l'État leur donne plus de pouvoir pour gérer leur propre région. Ibeka voit dans cet accord la seule chance de garder le Mali uni. C'est une main tendue pour éteindre le feu de la guerre. Mais à Bamako, beaucoup s'inquiètent. Est-ce que cet accord ne donne pas trop de liberté au Nord? La paix est là, mais elle est fragile, presque invisible. Sur le papier, le bilan brille. Le Mali avance, les chantiers sortent de terre. Mais derrière les sourires des cérémonies, une tempête est en train de se lever. Car très vite, le rêve commence à se briser. Le régime d'Ibeka est frappé par de graves scandales de corruption. La première éclate en 2014. Le gouvernement d'Ibeka vient d'acheter un avion présidentiel neuf. Un avion de luxe pour un pays en guerre. Pour un pays qui reçoit l'aide internationale pour survivre. Le vérificateur général du Mali publie un rapport. Résultat, des dizaines de milliards de francs CFA restent inexpliqués dans cette affaire. Personne ne sait où est allé cet argent et Ibeka ne dit rien publiquement. Pire encore, des soldats maliens meurent au front contre les groupes armés. Il manque d'armes, de munitions, d'équipements et pendant ce temps, des contrats militaires sont signés en leur nom. Mais l'argent disparaît, les équipements commandés n'arrivent jamais ou ne fonctionnent pas. Des milliards de francs CFA partis dans la nature. Et quand le vérificateur général essaie de faire la lumière sur tout ça, Ibeka lui dit publiquement que ce n'est pas son rôle de chasser les mauvais gestionnaires. Cette phrase choque beaucoup de Maliens. Il y a aussi la question de son fils, Karim Keïta, est député. Il dirige la commission de la défense à l'Assemblée nationale. Il est partout dans les affaires et la politique malienne. Les gens commencent à parler de gestion familiale du pouvoir. Sur la sécurité, la situation empire d'année en année. Les attaques des groupes armés ne s'arrêtent pas. Au contraire, elles s'étendent vers le centre du Mali. Des villages entiers sont massacrés dans la région de Mopti.
des centaines de civils meurent. L'école est en crise, les jeunes n'ont pas de travail et l'instabilité du gouvernement devient un vrai problème. Malgré tout ça, IBK se représente en 2018 et il est réélu avec 67% des voix. Mais cette fois, beaucoup de Maliens crient à la fraude. Dans certaines zones du nord, il obtient des scores de 95%, des chiffres que personne ne comprend vraiment. Le second mandat d'IBK commence, mais le pays s'enfonce. En début d'année 2020, des élections législatives mettent le feu aux poudres. La Cour constitutionnelle change les résultats pour arranger le pouvoir. Pour les Maliens, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. La confiance dans les institutions est totalement morte. Mais la colère du peuple ne vise pas seulement le président, elle se tourne aussi vers un allié de taille, la France. Depuis 2013, l'armée française est présente au Mali avec l'opération Barkhane. Pourtant, l'insécurité ne fait que grandir. Dans la rue, les Maliens accusent la France de jouer un double jeu et reprochent à IBK d'être trop soumis aux ordres de Paris. La révolte devient double, contre la mauvaise gestion d'IBK et contre la présence militaire française. C'est dans ce climat explosif qu'un grand mouvement citoyen va naître, le M5 RFP. Cette coalition rassemble des opposants, des syndicats et des citoyens. À sa tête, on retrouve une figure bien connue, l'imam Mahmoud Dicko. Souvenez-vous, en 2013, Dicko appelait à voter pour IBK. En 2020, il devient son pire cauchemar. L'imam a une influence immense. Quand il parle, le peuple écoute. Et son message est clair, IBK a trahi le Mali. Il doit démissionner. Les dates s'enchaînent et le ton monte. Le 5 juin 2020, des dizaines de milliers de Maliens envahissent Bamako. Le 19 juin, la foule est encore plus immense. On réclame le départ du président et la fin de la politique française au Mali. Le 10 juillet, tout bascule. Les manifestations dégénèrent. Des bâtiments publics comme l'Assemblée nationale sont attaqués. La répression est terrible, il y a plusieurs morts dans les rues de la capitale. La communauté internationale essaie de négocier, mais le peuple refuse tout compromis. C'est le point de non-retour. Le 18 août 2020, à l'aube, des coups de feu retentissent au camp militaire de Kati. Les soldats se révoltent. Des blindés prennent la route de Bamako. Les militaires entourent la résidence d'IBK et l'arrêtent, ainsi que son premier ministre. Le soir même, juste avant minuit, IBK apparaît une dernière fois à la télévision nationale, le visage marqué, portant un masque chirurgical d'une voix fatiguée. Il prononce ces mots. Tout en remerciant le peuple malien de son accompagnement au long de ces dernières années, de la chaleur de son affection, vous dire ma décision de quitter mes fonctions. Toutes mes fonctions à partir de ce moment. Et avec toutes les conséquences de droit, la dissolution de l'Assemblée nationale et celle du gouvernement. Le lendemain, les rues de Bamako s'enflamment de joie. Le même peuple qui l'avait acclamé comme un sauveur en 2013 venait de fêter sa chute. Après sa chute, le calvaire d'IBK continue. Les militaires le libèrent le 27 août 2020, mais il reste bloqué chez lui, assigné à résidence. Le 1er septembre, le choc et la fatigue le rattrapent. Il est hospitalisé d'urgence après un accident vasculaire cérébral, un AVC. Pour cet homme âgé, c'est une épreuve de plus. Il est évacué vers les Émirats arabes unis pour se faire soigner, avant de revenir s'installer définitivement à Bamako. Ces derniers mois, Ibrahim Boubacar Keïta les passe loin des caméras et de la tempête politique. Retiré dans sa maison de Sébenikoro, il lit, il se repose et retrouve la paix auprès des siens. Le 16 janvier 2022, le fil de son destin se coupe. L'ancien président meurt subitement chez lui d'une crise cardiaque à l'âge de 76 ans. Le 21 janvier 2022, le pays s'arrête. La junte militaire, celle-là même qu'il avait chassée du pouvoir, décrète 3 jours de deuil national et lui organise des funérailles officielles. Lors de cet ultime hommage, son fils Aboubacar Keïta prend la parole au nom de la famille. Ces mots marquent l'assistance. Notre père avait un amour profond pour sa patrie. Il a été profondément meurtri par la tournure qu'ont prise les événements. Je présente mes excuses à tous les Maliens. Depuis la chute d'IBK, le Mali a entamé un autre grand chapitre de son histoire, celui des comptes à rendre. La justice malienne a rouvert les dossiers les plus sombres de son régime. L'affaire de l'avion présidentiel, le contrat d'équipement militaire et ses milliards de francs CFA évaporés. En mars 2026, après des mois d'attente, les verdicts tombent. L'ancien premier ministre d'IBK, Boubou Cissé, est condamné à 20 ans de prison.
2 anciens ministres et plusieurs hauts gradés de l'armée écopent eux aussi de lourdes peines, allant jusqu'à 7 ans d'emprisonnement. Mais le tribunal est vide, tous ces hauts dirigeants ont été condamnés par contumace, c'est-à-dire en leur absence, car ils ont quitté le pays après le coup d'État. Pour leurs avocats, c'est un procès politique. Pour la justice malienne, c'est le signal que l'impunité est finie. Au milieu de ce grand déballage financier, une ombre plane toujours, celle d'Ibrahim Boubacar Keïta. Est-ce que le président savait ce qui se tramait dans les couloirs du pouvoir? Était-il lui-même complice ou a-t-il été trahi par son entourage et sa propre famille? Aujourd'hui, alors qu'il repose en paix, personne ne peut répondre à ces questions avec certitude. Et c'est peut-être ce qui rend le destin d'Ibeka encore plus tragique. Ibrahim Boubacar Keïta est parti de la terre rouge de Koutiala pour conquérir les plus grandes universités de Paris avant de s'emparer après 20 ans de patience du destin de son pays. En 2013, il hérite d'un Mali à genoux. Ibeka a essayé, il a tracé des routes, aménagé des terres et cherché la paix avec l'accord d'Alger. Des villages lui en sont encore reconnaissants, mais il n'a pas su ou pas pu stopper la corruption qui rongeait son propre régime pendant que des soldats tombaient au front. Un proverbe africain dit que la pirogue ne coule pas à cause du fleuve, elle coule à cause de l'eau qui entre à l'intérieur. C'est toute la tragédie d'Ibeka, l'histoire d'un homme brillant que le peuple a acclamé comme un sauveur, mais en qui il a fini par ne plus croire. Il s'est éteint le 16 janvier 2022, loin du pouvoir, laissant derrière lui des routes construites, mais des plaies encore ouvertes. La vraie leçon de ce destin est là. L'Afrique n'a plus besoin de sauveurs, elle a besoin de serviteurs, des hommes et des femmes qui gouvernent pour le peuple et non pour leurs entourages. Ce jour-là, les peuples n'auront plus jamais à descendre dans la rue pour renverser leurs dirigeants. C'était le destin d'Ibrahim Boubacar Keïta, c'était Anka Histoire. Si ce récit vous a parlé, partagez-le et abonnez-vous à la chaîne. Dites-moi en commentaire quel personnage de notre histoire vous voulez découvrir la prochaine fois. À très bientôt.